Bonjour, je m'appelle Monsieur Ovono, docteur en psychologie clinique et psychopathologie, spécialité violence, traumatisme, autrement dit psychocriminologie. Alors, nous allons faire notre cours de criminologie que j'intitule Typologie des délinquances et répartition juridique des infractions. Il faut savoir que, contrairement à ce qu'on peut entendre par-ci par-là, la délinquance est un terme générique qui regroupe un ensemble de faits délinquants, en fait, un ensemble de types de délinquance, des délinquances spécifiques en fonction des situations, en fonction du parcours, etc., etc., et en fonction de la clinique que va présenter le sujet délinquant. Et on a sur le plan juridique la conséquence directe de ces actes-là qui sont qualifiés d'infraction, parce que l'infraction, c'est la qualification juridique du passage à l'acte ou du fait dissocial. Donc les infractions vont faire partie de du deuxième axe de ce cours. Donc en résumé, nous allons traiter les deux axes. Le premier axe, ce sont les actes délinquants. Et les types de délinquance. Deuxième axe, l'axe de la sanction, l'axe des répercussions sur le plan juridique des actes posés, autrement dit les infractions. Voilà. Au sortir de ce cours, il s'agira donc de savoir, en tant que psychologue, déterminer, qualifier, identifier un type de délinquance, et aussi en tant que psychocriminologue sur le plan, j'ai envie de dire, criminologique, de savoir qualifier un acte, de savoir le sanctionner, l'orienter en termes de répartition des infractions. Donc voilà. Alors tout de suite, je vais essayer de aller pas à pas. On va faire un premier point, c'est un point de vocabulaire. Donc le cours se présente en ces deux grands points. Et le sature, autrement dit la table de matière, vous la voyez en premier point, le point vocabulaire, la notion de conduite. On va essayer de savoir, ou bien de renchérir sur la notion de conduite, la notion de passage à l'acte, et ensuite les types de délinquance à proprement parler. Donc on va parler de l'enracinement criminel, on va parler de la dissocialité, on va parler de l'égocentrisme, on va parler de la délinquance sporadique, on va parler de la délinquance explosive, autrement dit la mise en acte dans l'approche freudienne, on va parler de la délinquance persistante, intermédiaire ou mineure. Et enfin, on va parler de la délinquance persistante grave. Ça, on aura bouclé pour la première partie, bien le premier axe. Donc, le premier axe est organisé en deux points. Le premier point, c'est sur le plan définitionnel, le plan du vocabulaire, la notion de conduite, la notion de passage à l'acte. Le deuxième point, c'est les types de délinquance. Et la deuxième partie va concerner maintenant à présenter la répartition juridique des infractions. Donc, on va voir que, on va définir un peu le mot infraction, et on va savoir que les infractions vont être catégorisées en trois aspects: les contraventions, et ensuite les délits, enfin les crimes. Et je vous présenterai un peu une esquisse bibliographique, et avec enfin, en toute fin de présentation, une orientation par rapport au rattrapage que certains qui n'auraient pas la moyenne avec les deux notes que vous avez, certains pourraient venir en rattrapage. Je pourrais peut-être glisser un indice par rapport au rattrapage. Bref, alors, tout de suite,
qu'est-ce que... on peut dire que... On peut adopter comme définition que la criminologie est l'étude scientifique, je pense que vous l'avez déjà vu, la criminologie est l'étude scientifique de la nature, des causes, du développement et du contrôle criminel à la fois d'un point de vue individuel et social et sur le plan, enfin d'un point de vue individuel et social. Donc, sur le plan individuel, il sera question de relever de la dynamique entre l'interne et l'environnement, entre le sujet et les rapports entre le sujet et l'environnement, autrement dit, les événements ambiants qui vont créer de l'excitation, générer de l'excitation sur le plan intrapsychique et concourir au passage à l'acte. Donc, on a d'un côté une analyse qui va se centrer sur cette relation-là, et cette relation va aboutir à des choses comme la relation au bourreau, le syndrome de Stockholm, etc., etc. Et on a ensuite la gestion sociale du crime. Donc ici, il s'agit d'un système qui a une ambition rationnelle d'essayer de décrire l'environnement criminel par des sciences comme la graphologie, la criminalistique, la balistique. Donc, vous avez alors cette famille-là qui concourt à cette famille-là qui fait partie de ce qu'on appelle la criminologie. D'où cette approche en deux pôles, les infractions et le système des sanctions. Voilà. Alors, en termes définitionnels, la notion de conduite est à bien comprendre. Elle est vraiment à bien comprendre parce que le comportement, on le confond souvent à la conduite. Or, la psychologie clinique étudie moins le comportement qui relève de l'éthologie. Alors, la psychologie clinique s'intéresse davantage à la conduite. Le comportement en fait, la conduite intègre le comportement. Parce que la conduite, le comportement, c'est un peu la dynamique du corps dans l'environnement. Or, la conduite, c'est non seulement la dynamique du corps, c'est les stimulations psychiques qui vont créer cette dynamique corporelle. Autrement dit, sur le plan de la mentalisation, sur le plan de la mentalisation, sur le plan des représentations, sur le plan du fonctionnement psychique, comment le fonctionnement psychique va-t-il amener le corps à se mettre en mouvement? Voilà la différence entre conduite et comportement. La conduite est donc beaucoup plus complexe, comme vous le comprenez. C'est l'objet de la psychologie clinique, comme je viens de le dire. Elle désigne la réaction d'un humain en fonction de son âge, de ses événements de vie, mais aussi de sa vie psychique traversée par des conflits intrapsychiques et intersubjectifs. C'est donc une réaction subjective à un stimulus. Donc, en résonance avec une histoire et une dynamique psychique singularisée. La clinique regarde la conduite comme une relation dynamique mettant en jeu l'acte. Le symptôme, l'acte. Quand on dit symptôme, c'est le surgissement sur le corps de ce qui se passe sur le plan psychique. Le sujet comme souffrant et l'objet déclencheur de la réaction comme objet signifiant dans l'organisation fantasmatique de ces derniers. Voilà. Qu'est-ce que la situation environnementale représente pour l'histoire, pour la singularité, pour l'unité, pour le psychisme de ce sujet, de sorte qu'il va être amené à réagir. Voilà la différence entre conduite et comportement. Le passage à l'acte. Il y a toute une terminologie, une série de termes qui font référence au passage à l'acte. Alors, en criminologie, on a appris, j'ai envie de dire, on a appris que le passage à l'acte désigne toute conduite agie d'agression ou de violence, que celle-ci soit altéro ou extéro-orientée ou auto-orientée. Donc voilà, et que ce soit envers une personne ou une chose. Donc
que vous soyez en train de frapper sur quelqu'un ou sur une bouteille, vous êtes en train de passer à l'acte, que ce soit verbalement, que ce soit physiquement, etc., etc. Alors, en psychanalyse, les choses sont un peu différentes. On va essayer d'aborder quelques points de vue majeurs, ou bien quelques points de vue fondamentaux. Chez Freud, par exemple, le terme acte apparaît dans la notion d'acte manqué, que vous connaissez très bien. En allemand, c'est Verletzung. Leistung, qui signifie accomplissement, réalisation, Fehleinstellung. Donc voilà, mal placé, déplacé, pas de mise, manqué, raté. Donc il s'agit ici de quelque chose qui a fait échec. C'est un fonctionnement, un processus qui a fait échec, qui a échoué. Pour désigner l'accomplissement malvenu d'un acte conscient perturbé ou remplacé par un autre acte. Expression d'une intention non consciente, opposée et refoulée. L'acte manqué révèle donc d'un retour du refoulé. En ce sens, l'acte manqué est à l'agir ce que le lapsus est à la parole. Donc, l'acte manqué va constituer un lapsus comportemental, alors que le lapsus à proprement dit constitue quelque chose qui échappe, quelque chose qui fait échec, quelque chose qui traduit, c'est le bon mot, traduit l'échec du processus psychique et qui trahit la vie psychique du sujet. Quand je dis trahi, c'est ce qu'on appelle le retour du refoulé. Quelque chose qu'on a voulu retenir et qui va, par la faiblesse de la censure, sortir du cadre, sortir de l'endroit où elle a été contenue et se manifester et dévoiler ainsi la vie intérieure. Freud emploie aussi le terme allemand de agieren, qui signifie mettre en acte. Mettre en acte, jouer au sens dramatique, donc ça signifie on est dans la théâtralité. Pour désigner la mise en acte par laquelle le patient en cure remplace par un acte ou une conduite agie le travail de remémoration. Donc Freud va opposer souvent agieren ou la mise en acte au verbe erinnern. Donc on est là dans du terme allemand, ça c'est pour être rigoriste. Donc agieren c'est A-G-I-E-R-E-N et erinnern c'est E-2-R-I-N-E-R-N qui signifie se souvenir. Donc le patient, pour ainsi dire, met en acte devant nous au lieu de nous informer. C'est l'acte qui nous informe. L'acte est donc symptomatique. Alors, pour faire la notion de mise en acte relève donc d'abord de la théorie, de la cure psychanalytique. Et la mise en acte correspond ainsi à une actualisation transférentielle qui obéit à la répétition et qui recourt à l'action motrice au lieu de s'exposer à la remémoration. Par extension, on parle parfois de mise en acte ou d'acting out. D'acting out ou encore d'acte symptôme chez Alain Braconnier. L'acte symptôme, c'est ce que nous sommes en train de dire. L'acte symptôme pour désigner une conduite agie qui exprime en quelque sorte symboliquement, mais aussi inconsciemment et à l'adresse d'un autre, un désir ou un conflit refoulé. Le modèle d'une telle mise en acte est l'acte symptôme névrotique. Donc vous allez voir alors, commencez, pour ceux qui prêtent un peu attention, vous commencez à avoir un lien
intrapsychique, un lien, on va dire, symbolique, un lien métapsychique, autant pour moi, qui peut opposer, ou bien qui peut accoupler, appareiller un bourreau et une victime, dans le sens où il y a des signifiants que l'un et l'autre vont rejeter, et ces signifiants-là vont déclencher une mise en acte de l'un contre l'autre, de l'un face à l'autre. Bon, en psychiatrie, vous avez d'autres points de vue, hein, vous avez des points de vue de Claude Ballier, vous avez des points de vue divers et variés concernant la mise en acte. Ça, c'est, vous pouvez aller mener des recherches pour l'acte manqué, la mise en acte, le passage par l'acte, Donc, vous avez des terminologies comme ça, assez diverses et variées en psychanalyse. En psychiatrie, on va dire ceci. Il désigne, en fait, le passage à l'acte désigne un acte le plus souvent agressif et violent, à caractère fréquemment impulsif et parfois délictueux. Alors, chez Lacan, on l'avait oublié, il y a une reprise de cette définition en distinguant le passage à l'acte et l'acting out. Le fait de passer à l'acte et le fait d'être surpris par l'acte. L'acting out, c'est en quelque sorte le sujet qui est surpris par son acte. Et le passage à l'acte, c'est en fait quelqu'un qui s'exprime par son acte. Donc, dans le acting out, on a une impulsion de l'interne. Et on a quelque chose de presque inconscient. Or, le passage à l'acte, en même temps c'est inconscient, mais c'est aussi conscient. En termes simples, l'acting out peut se produire de manière subite sans que un stimulus, bien une stimulation évidente soit là dans l'environnement. Quelqu'un qui va se jeter sur une voiture, on est dans l'acting out, quelqu'un qui va prendre des comprimés. Or, le passage à l'acte, il faut parfois une excitation ambiante, un événement ambiant, un facteur extérieur qui va venir raviver et produire le passage à l'acte, la mise en acte, ou le passage par l'acte. Alors, donc, on a un auteur, Maurice Porot, qui nous dit que le passage à l'acte correspondrait à une faillite momentanée du sujet dans une situation où celui-ci s'identifie totalement au désir d'un autre, au regard duquel il lui semble ne plus pouvoir exister. Alors, entendu en ce sens, le passage à l'acte n'est pas forcément agressif ou transgressif. Il peut aussi prendre la forme de la fugue ou du suicide, par exemple. Ça, c'est le suicide appel ou le suicide chantage. Vous avez des actes de suicide chantage. À la différence de l'acting out, nous dit Lacan, le passage à l'acte ne s'adresse pas à un autre, mais correspond au contraire à une sortie du sujet hors de la scène du monde. Le prototype du passage à l'acte ainsi défini est celui du raptus psychotique, c'est-à-dire une manifestation paroxystique caractérisée par une irrépressible émergence émotionnelle, angoisse, et qui réalise sous une forme soudaine une conduite agie souvent destructrice et parfois transgressive. Donc, alors, chez Claude Ballier, sur un point de vue, il y a la notion de recours à l'acte. Il s'agit alors d'une issue exclusivement économique en réponse à une excitation générée par une terreur sans nom de l'ordre de l'irréprésentable. Le recours à l'acte. Ici, l'angoisse n'est pas perçue par le sujet. L'acte apparaît absurde et inattendu. C'est un peu l'acting out dont j'ai parlé plus tôt. C'est un agir de toute puissance, automatique, permettant d'échapper à une menace
d'effondrement réactivé par un stimulus. Alors, Ballier distingue effectivement le recours à l'acte du passage à l'acte. Le recours à l'acte du passage à l'acte, qui, selon lui, est un agir défensif. Donc, le passage à l'acte est un agir défensif contre l'angoisse liée à des représentations psychiques qui ne peuvent, passage à l'acte, être contenues et génèrent une décharge motrice immédiate. Donc, il faut expliquer que pour Ballier, le recours à l'acte, c'est quelqu'un qui se sauve par l'acte en raison d'une tension intrapsychique qui, de plus en plus forte, la personne est obligée d'extérioriser, d'externaliser, de traduire par l'acte cette tension-là. Mais le passage à l'acte, c'est une réaction, une réponse à une situation liée à des représentations psychiques qui vont être déclenchées par un stimulus, autant pour moi, dans l'environnement. Alors, en résumé, en psychiatrie, le passage à l'acte ou raptus est un comportement le plus souvent agressif et violent, à caractère fréquemment impulsif et délictueux. Ça, c'est pour vous. En criminologie, on utilise le terme de passage à l'acte dans une acception proche de celle de la psychiatrie, mais de manière élargie, tout comportement d'agression ou de violence, éventuellement judiciarisable comme infraction. En psychanalyse et en psychologie clinique, d'inspiration psychanalytique, le passage à l'acte est un type particulier de conduite agie, d'où l'utilisation du terme agir. Agir, plus général, lui-même distingué et décliné en acte manqué chez Freud, mise en acte ou acting out, ou encore acte symptôme chez Braconnier. On a le passage à l'acte dans l'approche lacanienne. On a le recours à l'acte dans l'approche de Ballier. Et voilà le point. Alors, nous avons fait le point sur le passage à l'acte, le sens définitionnel. Le deuxième point, ce sont les types de délinquance, comme je vous l'ai dit. La délinquance a des figures, autrement dit, les types ou les figures de délinquance. Toutes les délinquances n'expriment pas la même réalité, ne révèlent pas sur le plan clinique le même tableau. À la suite de De Greef, qui est un auteur très bien connu en criminologie de 1950, qui a fait un développement de la notion de personnalité criminelle, plusieurs auteurs ont élaboré des théories pour expliquer le phénomène de la délinquance. On a par exemple Pinatel, parmi ces auteurs-là. On peut encore avoir Blatier, et comme ceux que je viens de vous citer, comme Ballier et Freud lui-même dans la genèse de la psychanalyse. Alors, Pinatel décrit une personnalité criminelle constituée par un noyau central composé de 4 traits qui interagissent. Donc, chez Pinatel, il y a 4 traits. Il y a l'agressivité, il y a l'égocentrisme, il y a la labilité, il y a l'indifférence affective. 4 traits. Pour lui, il faut ces 4 traits-là qui vont s'interférer, s'interpénétrer, vont se rentrer en contact, autrement dit, composent la personnalité délinquante. Il est faux, les 4. Alors, selon lui, la personnalité délinquante peut, chez certains individus, accompagner d'autres structures, comme la structure caractérielle. Il a défini une personnalité criminelle comme dont les traits ne sont pas nécessairement associés à un trouble de la personnalité. Donc, on peut ne pas avoir un trouble de la personnalité pour lui, mais avoir une personnalité criminelle. Autrement dit, ici, il ne s'agit pas de quelque chose... il s'agit de quelque chose de constitutionnel. Constitutionnel. Et je me répète, il a défini une personnalité criminelle dont
les traits ne sont pas nécessairement associés à un trouble de la personnalité. Donc on a quelque chose de constitutionnel ou bien de structurel. Donc dans la structure de la personnalité, la personne est constituée de ces quatre traits-là qui vont rentrer en contact, qui vont s'interférer pour produire de la violence, de la délinquance. Il fait une différence entre la personnalité criminelle et les types classiques de la personnalité de la psychiatrie, donc de la pathologie. Cette différence-là tient au fait que dans sa description de la personnalité délinquante, chacun des traits ne conduit pas au passage à l'acte. Chacun des traits ne conduit pas au passage à l'acte, autant pour moi, délictueux, mais davantage leur combinaison. C'est le mot que je cherchais. La combinaison. C'est leur combinaison, leur accumulation ou leur hypertrophie qui va déclencher le passage à l'acte. Entre le non-criminel et le criminel, il existe selon cet auteur, selon Pinatel, une différence de degré et non de nature. Une différence de degré. Ça signifie que vous et moi, nous sommes presque tous criminels, sauf qu'il y a des seuils de tolérance. À un certain seuil, on commence à frôler, l'état, bien la personnalité criminelle. Bon, selon Blatier, la personnalité délinquante se rapproche d'un syndrome subdivisé comme suite. Plutôt chez Blatier, il y a l'enracinement criminel, il y a la dissocialité, il y a l'égocentrisme, il y a la délinquance sporadique. Alors, qu'est-ce que ça signifie, toutes ces choses-là? L'enracinement criminel consiste en une gradation des catégories de délits. C'est la façon dont s'installe et s'aggrave la délinquance dans la personnalité. Deux processus, à savoir l'activation et l'aggravation, ils sont repérés. Donc, pour Blatier, il y a aussi 4 éléments qui sont constitutifs de la personnalité délinquante. Et ces 4 éléments, le premier, c'est l'enracinement criminel qui est mu par deux situations, deux processus intrapsychiques. Il y a l'activation, il y a l'aggravation. L'activation concerne la précocité de l'agir délictueux. Au moment de son adaptation, de son apparition à la période de latence ou au milieu de l'adolescence, la diversification de l'activité et le cumul de ces facteurs font en sorte que la personne commence à présenter déjà des éléments, des velléités de délinquance. Maintenant, de l'autre côté, c'est l'aggravation. Il s'agit donc d'un processus, d'un mécanisme qui procède par étapes. Il y a l'apparition de la délinquance au cours de la latence, la période de latence, et cette apparition continue au début de l'adolescence. Donc on a quelque chose qui s'enracine déjà dès la période de latence et qui va encore s'amplifier avec le processus de l'adolescence par l'exploration, le vol, l'étalage, le vandalisme, puis au milieu de l'adolescence par l'explosion avec l'engagement dans des délits plus graves. À la fin de l'adolescence, les délits risquent de devenir plus sérieux, vol qualifié, viol, commerce de drogue, etc., etc. Enfin, au début de l'âge adulte, ce délinquant se traduit par la violence plus systématique et finalement la criminalité. Donc, Blatier précise toutefois que ces étapes sont franchies par un grand nombre de délinquants, ce qui laisse penser que la conduite délinquante s'établit selon une véritable structure de développement. Donc, c'est presque la même approche que chez Pinatel. Donc, il y a une question structurelle dans ce premier élément constitutif de la personnalité délinquante défini par Blatier. Le deuxième élément, n'oubliez pas, c'est la dissocialité. La dissocialité va être
l'environnement familial, comment il va autant pour moi, comment il va faciliter, vulnérabiliser, fragiliser, déconstruire, créer un manque de repères, un manque de métabolisme, ou bien un défaut de mentalisation. Donc, la présence d'autres conduites marginales ou déviantes, la réaction sociale, l'école qui peut faciliter une adaptation ou la compromettre. L'école peut jouer les deux rôles, autant pour moi. Il s'agit, dans un premier temps, de l'influence exercée par les conditions du milieu et ensuite par les pairs sur ces facteurs dans un deuxième temps. Alors, ici, on est dans une configuration où la famille joue le premier rôle et l'école et le milieu, l'environnement extérieur, va venir amplifier ou apaiser ces fragilités-là. Alors, on a le troisième aspect, n'oubliez pas, c'est l'égocentrisme. L'égocentrisme, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? L'égocentrisme fait d'un isolement personnel et d'une hyposocialité qui est l'inefficience, autant pour moi, de la capacité empathique de résonance et de correspondance aux interactions avec l'entourage et l'inaptitude devant les exigences et les contraintes de la vie sociale. Donc, on a en quelque sorte quelqu'un qui sur le plan affectif, on va dire quoi, quelqu'un qui souffre d'absence d'empathie, d'absence de capacité de contact. Donc c'est quelqu'un qui a un assèchement, on va dire, en quelque sorte, un assèchement sur le plan affectif et qui va nous présenter des situations comme ça. Autrement dit, des situations de repli, des situations de retrait, des situations d'insensibilité, des situations, une froideur comportementale. C'est là le mot que j'ai cherché. L'égocentrisme correspond donc à la froideur comportementale, à l'insensibilité, à l'indifférence affective. Voilà le deuxième mot que je cherchais. Alors, cette description de la personnalité délinquante a conduit Leblanc et Fréchette à établir une typologie de la délinquance à 4 types qui sont aussi les leurs, chacun avec sa conception et son approche. Alors, l'autre type dont nous avons parlé, c'est la délinquance sporadique. Mais il faut dire que la délinquance sporadique, qui va être le premier aspect, parce que nous avons dit que, enfin, nous venons de dire que Leblanc et Fréchette vont s'inspirer de l'approche de Blatier autant pour moi, pour apporter leur définition. Maintenant, le premier élément cité par Blatier pour parler de la personnalité délinquante est le quatrième et le dernier élément cité par Blatier. Il ne faut pas confondre Ballier et Blatier. On a tous tendance à les confondre, Ballier et Blatier. Et c'est comme on a tendance à confondre André Gide, qui a parlé de la personnalité négative, l'identité négative. André Gide et l'autre André Gide. Bref, je ferme la parenthèse. Alors, donc, en dernier lieu, Blatier va parler du troisième processus de la personnalité délinquante qui est
pour Leblanc et Fréchette, je me répète bien, le premier aspect de la personnalité délinquante. Il s'agit de la délinquance sporadique. Alors, ici, il s'agit d'une délinquance de moindre gravité. Elle n'est pas aussi grave, elle arrive comme ça de temps à autre. On peut parfois, autant pour moi, penser à une délinquance de subsistance. Elle est caractérisée par un déficit prononcé de la représentation sociale de soi. C'est une délinquance, on va dire, symptomatique. C'est une délinquance symptomatique. Une image de soi négative où s'entremêlent de l'insécurité, de la méfiance et de l'insatisfaction et enfin une propension à agir sans tenir compte des attentes collectives. Donc on a chez les personnes qui ont une faible estime de soi, qui ont des vulnérabilités narcissiques prononcées et qui ont des carences affectives majeures, on peut avoir ce type de délinquance-là. Alors cette délinquance est un épiphénomène, c'est-à-dire qu'elle est passagère ou épisodique, elle est aussi de moindre gravité. Bon, ce qu'ils disent, ça dépend parce que je crois que de plus en plus, on se trouve en face des personnes qui sont carentielles, qui vont agir. Hein. C'est une délinquance pour moi, cri d'alarme ou délinquance symptomatique. Donc des gens qui souffrent de vulnérabilité, qui souffrent de vide, de manque d'estime de soi et qui ont besoin d'exister par les actes qu'ils posent. C'est un peu l'histoire des Libanais des Libanais qui ont cette habitude-là. Ils vont s'acheter un véhicule, ils vont s'acheter une moto et vont réduire le tuyau d'échappement pour faire le maximum de bruit, pour vous montrer qu'ils sont là, pour marquer son environnement. En fait, la personne est tellement insignifiante qu'elle a besoin d'exister au travers de l'acte qu'elle pose. En fait, l'acte est un acte de subsistance. Alors, deuxième processus chez Leblanc et Fréchette, c'est la délinquance explosive qui correspond à la mise en acte. Rappelez-vous, chez Freud. Alors, la délinquance explosive. Les individus qui présentent ce type de délinquance ont un portrait plus trouble que les délinquants sporadiques. Chez une personnalité névrotique, par exemple, la présence de fortes tensions endogènes, internes, intrapsychiques, une très vive insécurité et une forte intrapunitivité conduit à des actes délinquants. Il s'agit en général de décrocheurs scolaires qui ont le plus souvent été expulsés de l'école. Ce groupe de délinquants présente le plus de ressentiment contre la famille d'origine, ainsi d'une difficulté considérable à se sentir lié à autrui. Donc, on est aussi quelque chose qui est proche de l'égocentrisme, là, et qui va entraîner une froideur comportementale, qui va entraîner un tableau clinique assez particulier. Donc, ce sont des gens très en colère, irascibles, en permanence, et qui ont beaucoup de peine à maîtriser, comment on appelle ça, la mentalisation. Donc, ce sont des gens qui posent des actes qui ne sont pas réfléchis. Les actes ne sont pas réfléchis. Donc, on réfléchit pour moi. On parle donc d'un défaut de mentalisation. Alors, Blatier souligne que la délinquance explosive est suivie d'une lente évolution vers la socialisation. Donc, cette délinquance-là, c'est une délinquance de quelqu'un qui, comme on vient de le dire, qui pousse des cris d'alarme, qui pleure. C'est une délinquance de quelqu'un qui vraiment exprime la détresse. Il faut noter que la sporadique et l'explosive sont proches. Mais la délinquance explosive c'est une personne beaucoup plus vulnérabilisée, beaucoup plus touchée narcissiquement.
c'est une personne qui est en risque d'effondrement. Donc voilà pourquoi elle est explosive, parce que le risque est beaucoup plus grand, l'effondrement est beaucoup plus grand, l'angoisse est beaucoup plus grande, d'où l'explosivité. Alors, troisième élément, c'est la délinquance persistante, intermédiaire ou mineure, citée par Blatier. Donc là, on est en train de voir comment les auteurs en psychocriminologie, enfin, on peut avoir des auteurs psychanalystes, mais qui vont traiter des questions qui sont récupérées par la criminologie, la psychocriminologie et d'autres sciences sœurs. Donc, le troisième élément, c'est la délinquance persistante, intermédiaire ou mineure. Alors, elle est caractérisée par une conception négative de soi. L'amorosité, la méfiance. Sur le plan clinique, on a l'amorosité, la méfiance, l'hostilité. Et cette forme de délinquance non évolutive s'inscrit dans une structure défensive qui s'accompagne d'une faible capacité d'introspection. Quelqu'un qui n'arrive pas... Bon, dès qu'on parle de faible capacité d'introspection, c'est un défaut de remise en question. Est-ce que la personne... remise, c'est pas le mot remise en question, c'est un défaut de mise en question, c'est ça, excusez-moi, un peu de fatigue. Donc c'est un défaut de mise en question, de questionnement sur ses propres actes. On conduit, en fait, on parle donc de la culpabilisation, la culpabilité. Donc c'est un défaut, une incapacité à se sentir responsable et donc coupable. On a la délinquance, persistance intermédiaire ou mineure. Souvent chez une personnalité dominée par la dévalorisation de soi, les actes commis sont de gravité modérée. On note aussi chez les personnes qui présentent ce type de délinquance une déficience de l'horizon temporel. C'est des gens qui ont un court-circuit de la capacité de représentation ou de perspective. Donc, ils n'arrivent pas à se projeter. Un court-circuit du processus projectif. Projectif, pas au sens psychanalytique du terme, mais au sens développemental, au sens social. La capacité à créer une perspective, ou bien à avoir une perspective et des projets, etc., etc. Donc, bref, on note donc ce défaut-là. C'est des gens qui ont, donc je viens de le dire, pas de perspective d'avenir. Cette délinquance n'est pas évolutive, elle n'est pas chronique, pour dire ça simplement. Il s'inscrit dans une structuration plutôt défensive qui s'accompagne d'une faible capacité d'introspection, on vient de le dire. Les actes commis sont de gravité, encore une fois on vient de le dire, modérés. Mais bon, l'acte peut être modéré, ça dépend de comment maintenant l'institution judiciaire va apprécier la fréquence de ces actes-là. Parce que les actes peuvent être modérés, mais leur fréquence peut conduire à l'ascension. Alors, on a le 7e type. Donc, quand je dis 7e type, parce que nous avons cité 4 types chez Blatier, et là nous sommes en train de citer l'autre type de délinquance à partir de Leblanc et Fréchette. Alors, au 7e type, nous sommes à la délinquance persistante grave. Nous sommes dans des situations de chronicisation, de chronicité. Alors, il s'agit donc des délinquances psychopathologiques, des profils psychopathologiques. Là, on peut clairement identifier la clinique du psychopathe. Alors, ce sont des personnes caractérisées par une insensibilité à autrui, une projection constante de l'agressivité. En fait, la personne n'est jamais responsable des violences qu'elle commet. C'est l'autre qui est responsable de son action. Donc, la culpabilité, il y a un système projectif
qui est mis en permanence et qui, qui est un processus de justification très fort qui empêche le questionnement et donc la responsabilité. Alors, d'où l'importance de l'appréciation de la personnalité au travers des tests projectifs pour apprécier le mécanisme projectif, comment il s'élabore et comment il est mis en acte. Les actes commis dans cette sorte de délinquance peuvent, peu évolutive, ont un degré de gravité importante. On note également une coupure précoce des mineurs intéressés d'un cadre de vie fiable avec des carences éducatives, des empreintes traumatiques et des liens d'attachement incohérents. Donc on est vraiment là dans des profils qui naissent, grandissent et développent dans des cadres traumatisants, dans un environnement traumatisant. Donc ce sont des sujets dont la constitution ou la structuration provient, qu'est-ce que je veux dire, est-ce que c'est pas la bonne approche, dont la personnalité a été construite dans un environnement traumatique et traumatisant. Bref, sachant qu'il faut faire la différence entre le traumatique, le traumatisant, le traumatisme. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir une parenthèse? Le traumatisant étant quelque chose qui peut blesser, le traumatique étant sur le plan économique quelque chose qui génère forcément du traumatisme, et le traumatisme étant sur le plan clinique et psychopathologique, la conséquence du traumatique ou du traumatisant. Sachant que le traumatisant peut blesser, le traumatique blesse forcément, et le trauma étant la trace, on va dire, physique, en fait, étant la blessure, sur le plan clinique étant la blessure physique, et sur le plan psychique étant aussi la trace de la blessure, étant la commotion. Donc voilà un peu. Bref, on ferme la parenthèse. Il y a le trauma, le traumatisant, le traumatique et le traumatisme. Donc, voilà des personnes qui sont issues d'un environnement traumatisant ou traumatique. Et en termes simples, pour faire la différence, parce que j'ai besoin de bien démontrer cette différence, le traumatisant, c'est quoi? C'est... on va prendre quel exemple? C'est un enseignant qui vous colle un 0, qui vous colle un 0 chaque vendredi. Bon, il y en a qui peuvent s'en sortir. Si le monsieur fait des interrogations chaque vendredi pour vous coller des 0, il y en a qui peuvent s'en sortir. Et il y a d'autres qui vont trouver la situation vraiment humiliante, blessante, avilissante et traumatisante. D'autres peuvent la trouver, qui ont des capacités de résilience particulières, peuvent trouver que c'est une excitation, c'est une façon de les amener à étudier, c'est une manière de les encourager à étudier. Ça, c'est le traumatisant. Le traumatique, ici, va être un avion qui s'écrase. Un avion qui s'écrase dans un quartier, c'est un événement qui ne peut jamais laisser indifférent quelqu'un. Quelles que soient vos capacités, votre force psychique, tout
tout humain qui voit un avion s'écraser est affecté, peut-être à des degrés divers, mais est affecté. Donc vous avez un acte qui est à 100% traumatique et un acte qui est traumatisant. Ça, c'est l'approche la plus simple que je peux vous présenter. Je ferme donc cette parenthèse-là. Et donc, la délinquance persistante grave est issue des personnes qui présentent ce format de délinquance, qui sont issues d'un environnement traumatisant ou traumatique, qui présentent des carences graves et qui vont agir au travers de ce qu'ils ont introjeté. Donc la délinquance ici est une projection, est une externalisation, extériorisation de la toxicité, effectivement c'est le mot, de la toxicité de leur parcours développemental. Il est important de noter que les théories de la personnalité criminelle et de la personnalité délinquante développent une conception plutôt personnologique, faite de dispositions et de traits. Donc, c'est important de le noter. C'est plutôt une approche très clinique, non pas trop théorique, mais très clinique, je viens de le dire. Cassoni et Brunet révèlent que ces adolescents présentent des carences multiples, des antécédents traumatiques, c'est ce que je viens de dire, ce qui va provoquer chez eux une faible capacité à associer à autrui, à s'associer à autrui. Parce qu'autrui, dans sa représentation psychique, est un être dangereux. Autrui est systématiquement perçu comme destructeur. La relation à l'objet est destructrice en fonction de ses repères en termes d'événements de vie. Donc, en résumé, on peut avoir 7 types de délinquance. 7 types de délinquance. On a le dernier type, c'est la délinquance persistante grave. Le 6e, la délinquance persistante intermédiaire. La délinquance explosive comme 5e type qui correspond à la mise en acte chez Freud. On a la délinquance sporadique. On a l'égocentrisme, la délinquance égocentrique. On a la délinquance dissociale. On a la délinquance qui est l'enracinement criminel, qui correspond à peu près au 7e type, mais le 7e type étant étant issu davantage de traumatismes graves. Alors que dans l'enracinement criminel, le premier aspect de la délinquance, on est plutôt dans quelque chose, une expression des fragilités, mais pas forcément des traumatismes graves, pas forcément de la toxicité du développement, mais des fragilités issues de la période de latence. Autrement dit, ici, la délinquance est l'expression des dysfonctionnements plutôt plus précoces, alors que dans le 7e type, on a des traumas qui arrivent durant le parcours, lorsque la personne a traversé l'Édipe, et notamment 6-7 ans, et commence à intégrer les valeurs. Mais dans l'enracinement criminel, on est vraiment dans des personnalités, une délinquance, des dysfonctionnements beaucoup plus précoces. Vous aurez compris que un effort est fait par les auteurs pour tenter de différencier, de distinguer ces différents types de délinquance, même si vous allez y trouver un tronc commun. Qu'est-ce que j'appelle un tronc commun? C'est que la définition donnée à X, Y, Z sont presque identiques. Les définitions données X, Y, Z sont presque identiques, avec quelques distinctions qui vont créer le diagnostic différentiel
entre ces éléments de délinquance. Donc, mais c'est à peu près la même chose. Mais vous êtes clinicien, vous n'êtes pas tout le monde, vous avez besoin de savoir discerner, distinguer, dissocier ces types de délinquance pour établir des diagnostics, des suivis, des médiations plus efficaces. Et voilà. La première partie du cours est terminée, la deuxième partie va commencer et vous connaissez la deuxième partie. C'est la répartition juridique des infractions. Merci et vous suivez le cours qui est là tout de suite après.